En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir le philosophe Luc Ferry. Il nous parlera de son nouveau livre, La vie heureuse, spiritualité laïque et sagesse ancienne, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Vivre 150 ans, est-ce bientôt possible? Luc Ferry en est convaincu. La science pourrait bien nous offrir une jeunesse presque éternelle. Et d'ailleurs, le philosophe souhaite bien en profiter. Mais rechigner à la vieillesse, repousser les limites du temps, est-ce bien raisonnable? N'y a-t-il pas là une forme d'hubris, de démesure? Ce qui est scientifiquement faisable est-il philosophiquement souhaitable? Le transhumanisme va-t-il s'engouffrer dans le grand vide laissé par l'effacement de la civilisation judéo-chrétienne? Est-il l'avenir de l'homme ou le début de la fin de l'humanité? Tout de suite les réponses de Luc Ferry en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Luc Ferry, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors je vois que vous prenez déjà des notes, vous êtes extrêmement... J'écris toujours. Extrêmement sérieux. Je n'arrête pas d'écrire. Et donc vous publiez ce livre aux éditions de l'Observatoire, La vie heureuse, spiritualité laïque et sagesse ancienne. On parlera notamment du sous-titre qui est très intéressant et qui tient une place importante dans votre livre, mais c'est un livre qui évoque également la question du transhumanisme. Vous écrivez que nous allons vivre pour très bientôt jusqu'à 150 ans. Est-ce que vous en êtes sûr, Luc Ferry? Oui, ça apparaît un peu comme de la science-fiction, non, comme ça. Non. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais non. Là, on a il y a deux questions. Il y a la question alors d'abord il faut préciser, il s'agit pas d'augmenter la vieillesse, il s'agit de retarder la vieillesse, d'augmenter le temps de la jeunesse. Sinon, ça n'aurait évidemment aucun intérêt. Non, il y a deux questions. Est-ce que c'est possible de rajouter 20, 30 ans, 40 ans de jeunesse à nos vies? C'est la première question. Elle est scientifique, c'est une question factuelle. Et il y a une deuxième question qui est philosophique. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'on en veut ou pas? Est-ce que ça bouleverse l'anthropologie et la définition de l'humain? Est-ce que c'est déshumanisant ou au contraire humanisant? On va y venir, mais je voulais savoir... Alors, sur le point, il y a une dimension point, scientifique dans votre livre. Oui, il y a une dimension scientifique dans mon livre. Je vous l'explique très très rapidement, mais je développe évidemment dans le livre. C'est d'ailleurs passionnant. Il y a en 2012 un professeur de biologie et de médecine japonais qui s'appelle Shinya Yamanaka qui obtient le prix Nobel. Pourquoi il obtient le prix Nobel? Parce que il réussit pour la première fois dans l'histoire de l'humanité quelque chose qu'on croyait absolument impossible, incroyable, c'est de reprogrammer des cellules d'adultes en cellules souches originaires. Les cellules souches, elles sont capables de tout refabriquer, de refabriquer un organe. Vous voyez, c'est un petit peu, on connaît depuis toujours la salamandre, par exemple, ou certains polypes, ou certains hydres. La salamandre, vous lui coupez une patte ou vous lui coupez la queue, ça repousse. Pourquoi? Parce qu'elle garde ses cellules souches toute sa vie. Nous, pas. On en garde, mais pas les pluripotentes, pas celles qui sont capables de tout refabriquer. Et donc, lui, il était justement passionné de morale. Et s'il fait ça, c'est parce que on congelait les embryons pour garder les cellules souches, pour faire de la médecine réparatrice. On en faisait déjà il y a 10 ans, 15 ans, notamment pour les cardiaques, mais ça suscitait évidemment la colère de l'Église, à juste titre à mes yeux, parce qu'on congelait des personnes humaines potentielles, comme dit l'Église, ce qui est compréhensible. Et donc Yamanaka se dit, si on pouvait éviter, en effet, cette horreur qui consiste à congeler des embryons humains, eh bien, si on était capable de refabriquer des cellules souches originaires à partir de cellules d'adultes différenciées, ce serait formidable. Et il réussit à le faire. Je raconte dans le livre comment, parce que c'est une histoire sur le plan de la recherche, c'est tout à fait passionnant. Et donc, pour aller à l'essentiel, on a aujourd'hui 2 stratégies de lutte contre la vieillesse. J'ai un ami, Jean-Marc Lemaître, qui a publié un livre formidable que je vous conseille, il s'appelle Guérir la vieillesse. Et on a 2 stratégies. La reprogrammation cellulaire. Jeff Bezos vient d'investir 300 millions de dollars dans une entreprise qui est uniquement consacrée à la reprogrammation cellulaire et qui a levé 3 milliards de dollars aujourd'hui. Elle a été créée en mai. Et ils ont recruté Yamanaka comme chef de travaux. Donc soit on reprogramme, alors ça c'est pour dans 20 ans ou peut-être 30 ans, soit avec des sénolytiques, c'est-à-dire des molécules qui détruisent les cellules sénescentes, qui prolifèrent dans le corps humain passé 50 et surtout 60 ans, et qui produisent toutes les maladies de la sénescence. Quand on les détruise, ces cellules sénescentes chez la souris, par exemple, ou chez le cochon, les souris vivent en gros 35% plus longtemps, mais en bien meilleure santé. Donc on a 2 stratégies de lutte contre le vieillissement.
Et c'est pour les toutes prochaines années. Moi, j'attends les secours, mais bon, je ne sais pas quand ça viendra. Mais sur le plan scientifique, c'est une certitude. Donc, c'est pas du tout de la science-fiction. Dans 20 ans, on aura la possibilité de vivre probablement 20 ans ou 30 ans de plus en très bonne santé. Et donc, il s'agit d'augmenter la longévité, pas simplement l'espérance de vie, mais la longévité. Encore une fois, bon, c'est un débat scientifique, mais maintenant, je crois qu'il n'y a plus personne dans le monde scientifique qui conteste ça sérieusement. Je vous écoutais, Luc Ferry, vous avez employé cette expression qui m'a frappé. Oui. Bientôt, on pourra guérir la vieillesse. Oui. Est-ce que la vieillesse est vraiment une maladie ou est-ce que c'est une expérience de la vie? Alors c'est ça l'idée. Alors là, on passe à la deuxième question d'une certaine manière. Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Qu'est-ce que c'est que la vieillesse? Si vous lisez le De Senectute de Cicéron, le de la vieillesse, je vais pas être cuistre, je l'analyse longuement dans mon livre. Du point de vue des sagesses anciennes, c'est pour ça que j'ai choisi ce sous-titre, sagesse ancienne et spiritualité laïque ou spiritualité moderne, si on veut. Du point de vue des sagesses anciennes, la vie bonne, on trouve déjà ça dans l'Odyssée d'Homère, chez Ulysse. La vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du cosmos, avec l'harmonie de la nature. Donc pour Cicéron, par exemple, et très typique des stoïciens, ou chez les bouddhistes ce serait la même chose d'ailleurs, vivre bien, c'est pas vivre longtemps, on s'en fiche de vivre longtemps. D'ailleurs, la première phrase de son livre est très, très amusante. Est-ce qu'une vie de 800 ans serait supérieure à une vie de 80 ans, demande Cicéron. Il dit non, ça sert à rien. À quoi ça sert de vivre longtemps? Ça sert à rien. Une vie, ajoute-t-il, est toujours assez longue pour vivre dans l'honneur et la dignité. Bon, pourquoi il dit ça? Parce que du point de vue d'un stoïcien, du point de vue d'un ancien, du point de vue des cosmologies anciennes, la vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec le cosmos, avec la nature. Et donc, vivre bien, c'est vivre comme un enfant quand on est un enfant, comme un adulte quand on est un adulte, et comme un vieillard qui accepte la mort quand on est un vieillard qui doit accepter la mort. Donc ça, c'est le point de vue des anciens. Mais si vous vous placez du point de vue des modernes, c'est-à-dire du point de vue non pas de la nature, mais de l'histoire, c'est l'inverse. Évidemment, Rousseau dit, et moi j'aime bien, c'est un peu brutal, mais je pense qu'il a raison, au fond, la vieillesse nous rend imbéciles parce qu'elle nous fait perdre tout ce que la jeunesse nous a fait acquérir. Alors évidemment, si vous mourrez avant le naufrage, tout va bien. Bon, mourir à 80 ans, c'est encore mourir jeune. Mais si vous visitez un EHPAD, je suis désolé de le dire parce que c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est vrai, j'y peux rien. C'est une image de l'enfer. Voilà. Et donc la vérité, c'est qu'à un moment ou à un autre, quand le corps s'abîme vraiment, sans aucun profit pour personne, le cerveau s'abîme aussi. On cherche les mots. Vous voyez les vieux qui se perdent dans la rue, qui savent plus retrouver leur maison, qui reconnaissent plus leurs enfants, etc. Voilà, ça n'apporte rien. Et donc, l'idée, ce serait à la limite de mourir comme ce fameux ratopnu, qui est un animal extraordinaire, c'est-à-dire mourir sans jamais avoir vieilli. Oui, mais ça ne fait que reculer le vieillissement. Ça ne fait pas mourir en bonne santé, en pleine forme. Oui, bien sûr. Réfléchissez à ça. Imaginons que vous ayez une maladie très grave. Vous avez un mauvais cancer. Bon, vous allez voir le médecin. Et le médecin vous dit, écoutez, voilà, si je vous soigne pas, vous êtes mort dans 3 mois. Imaginons que je vous soigne, je vous propose une immunothérapie, vous gagnez 10 ans de vie, vous dites quoi? Je dis oui. Mais évidemment, c'est pareil. Présenté comme ça. C'est la bonne présentation. Vous allez dire que je vous le fais à chaque fois et c'est un peu facile. Est-ce que vous avez peur de vieillir, Luc Ferry? Mais évidemment, pourquoi voulez-vous que je me réjouisse? C'est-à-dire, regardez le succès des cosmétiques. On peut vous comprendre. Voilà. Et donc, moi, j'ai mal aux genoux, je suis obligé d'arrêter de jouer au tennis alors que j'adore jouer au tennis. J'ai des rides, j'ai pas les cheveux qui blanchissent, mais enfin, ça viendra ou je les perdrai. Enfin, ça n'a l'arthrite, l'arthrose, la sarcopénie. Dites-moi à quoi ça sert. C'est un mur stupide. Et surtout, on fera ça. En fait, quel est l'intérêt? Parce que la question que vous posez, je vous ai répondu un peu facilement, c'est vrai. Mais quel est l'intérêt d'augmenter la longévité? Je vais vous dire quel est l'intérêt. C'est par intelligence et par amour que je suis pro-transhumaniste. C'est par intelligence parce que on meurt aujourd'hui juste au moment où on commence à être moins con. C'est ça la vérité. Vous mourrez à 80 ans, c'est ça. Ça dépend pour qui, on pourrait vous répondre. Mais pour les gens normaux, c'est-à-dire pour les gens qui travaillent, qui intelligemment, qui ont appris des choses, qui sont moins violents avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leurs maris, moins bêtes au volant. Pour les gens, les humains qui sont des vrais humains, on meurt juste au moment où on commence
commence à savoir quelque chose, à être un peu moins bête. Donc je pense que la longévité nous permettrait d'être moins violents, moins stupides, et puis aussi par amour, par intelligence, mais aussi par amour. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous n'avez pas envie qu'il meure. Vous avez envie de le garder. Merci Luc Ferry d'être avec nous pour parler de votre nouveau livre, La vie heureuse, spiritualité laïque et sagesse ancienne, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. On se retrouve après une courte pause et on continue ce débat sur le transhumanisme. On verra s'il n'y a pas quand même une forme d'hubris et de démesure là-dedans. Merci Luc Ferry. Vive et l'hubris. à tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Luc Ferry. Nous parlons de son nouveau livre, La vie heureuse, spiritualité laïque et sagesse ancienne, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre qui parle notamment de la question du transhumanisme. Et Luc Ferry nous disait avant la pause que nous allions vivre, bonne nouvelle ou pas, jusqu'à 150 ans. En tout cas, il s'en réjouissait plutôt. Mais qu'est-ce que vous allez faire de votre temps? 150 ans, c'est pas un peu long? C'est une mort précoce. Non, c'est une mort précoce. Non, mais vous plaisantez, c'est une mort précoce, 150 ans. Encore une fois, il ne s'agit pas de fabriquer des jeunes calmants, il s'agit de retarder la vieillesse, ou voire de le stopper la vieillesse. Il ne s'agit pas d'augmenter le nombre de gâteux qu'il y a déjà sur la planète. Il s'agit vraiment d'avoir 10, 20 ans, 30 ans de vie jeune, en bonne santé, en plus de ce que nous avons déjà. Et donc, il y a tellement de livres à lire, il y a tellement de femmes ou d'hommes à aimer, il y a tellement de langues à apprendre, tellement de civilisations à découvrir, tellement d'histoires à découvrir, que 150 ans, c'est une mort précoce. Et en plus, ceux qui voudront s'arrêter peuvent toujours s'arrêter. Personne n'est obligé de prendre des sénolytiques ou de faire de la reprogrammation cellulaire. Et donc, c'est une possibilité qui est offerte à l'humanité de devenir moins bête, moins violente, moins stupide qu'elle l'est encore aujourd'hui. Je vous repose la question une dernière fois parce que sinon on va tourner en rond. Mais est-ce qu'on est certain vraiment que parce qu'on est plus âgé, on est moins bête, moins stupide? Enfin, on a eu des dictateurs de plus en plus violents en étant de plus en plus vieux. Enfin, c'est pas une évidence tout de même. Non, je crois pas ça. Mon père qui s'est évadé 4 fois des camps nazis me disait que si les guerres étaient réservées aux plus de 65 ans, il y en aurait pas beaucoup. Parce qu'on est moins violent à 65 ans qu'à 20, parce qu'on est moins dans des idéologies radicales. Ce qui caractérise la jeunesse, elle a évidemment des aspects magnifiques. Moi, j'adore les jeunes, j'adore mes enfants, mes filles, leurs amis, tout ça, je les trouve formidables. C'est pas du tout une critique de la jeunesse, mais il est évident que quand on a 25 ans, par exemple, sur le plan politique, le bon sens, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est la radicalité. Moi, tous mes amis en 68, prenons un exemple clair, personnel, tous mes amis en 68, sans aucune exception, aucune, étaient maoïstes, trotskistes ou communistes. Enfin, les plus intelligents, les André Comte-Sponville. Oui, mais à l'inverse, est-ce que c'est pas dans l'ordre des choses? C'est fini. Qu'il faut pas un peu de radicalité justement dans la jeunesse et un peu de quelqu'un qui est plus dans le statu quo quand il est plus âgé. Vous imaginez la réforme des retraites si on vit tous jusqu'à 150 ans, Luc Ferry? Oui, mais c'est formidable. La révolution culturelle chinoise, c'était 70 millions de morts. La révolution russe, c'est pas le communisme, c'est 120 millions. Écoutez, on savait tout. On savait tout à l'époque. Tous mes amis, sans exception, encore une fois, les plus intelligents, étaient les Alexandre Adler, les Glucksmann, tous nos intellectuels, sauf Aron, que j'aimais beaucoup, mais qui était vieux. Et donc, je dis pas que la vieillesse... de ma question. Ne comptez pas sur moi pour défendre les maoïstes, mais est-ce que c'est pas le risque d'une société sclérosée Non, avec des débats infinis, je vous le répète, sur la réforme des retraites. Écoutez, les débats sur la réforme des retraites, qui est hostile à l'augmentation de la durée de cotisation, qui évidemment est obligé d'accompagner la durée de vie des humains dans un système de retraite par répartition. Je vous donne le chiffre, l'espérance de vie en 1900, elle est de 45 ans en France, elle est de 80 ou 85 ans aujourd'hui. 80 ans pour les hommes, 85 ans. Donc on a pris 40 ans d'espérance de vie depuis 1900. Donc il faut un cul de bulot pour pas comprendre qu'il faut augmenter la durée de cotisation. Je suis désolé de le dire. Les 50% ou un peu plus des Français qui sont contre vont être heureux de écoutez, c'est la vérité simplement.
simplement, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour savoir que si on vit 40 ans de plus qu'en 1900 et qu'on a donc un système de retraite par répartition, on a le choix entre le poison, la corde et le revolver. Soit on augmente la durée de cotisation, soit on augmente l'âge de départ à la retraite, soit les deux, ou le taux de cotisation. Mais vous pouvez pas faire autrement, sinon vous payez pas les retraites, c'est tout. Donc je suis désolé, c'est pas... Revenons à votre livre. Donc qui aujourd'hui s'oppose à ça? Moi, je constate une chose, c'est que, en effet, j'adore la jeunesse, je la respecte beaucoup, mais ce serait quand même malheureux, si je vous suis, que le fait de vivre plus longtemps ne nous permette pas d'apprendre davantage. Enfin, ce serait quand même dramatique. Voilà. Et pensez à Bose endormi. Bose était bon maître et fidèle parent, il était généreux quoi qu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre jours éternels et sort des jours changeants. Et si l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Victor Hugo, Bose endormi. Évidemment que l'expérience nous permet quand même d'apprendre un certain nombre de choses qui peuvent éventuellement nous rendre moins mauvais. L'idée transhumaniste, au fond, je vais la résumer d'une phrase, c'est l'âge sans les mots de la vieillesse. Point final. L'âge, ça veut dire quoi? La connaissance, l'expérience, on apprend énormément de choses, mais sans avoir les rhumatismes et la perte de mémoire. Je dirais, de quel droit on me dirait que c'est pas bien de faire ça? Moi, je prends. Pourquoi voulez-vous que je dise non? Vous préférez les rhumatismes et la perte de mémoire ou continuer à vivre comme à apprendre et à progresser et à aimer. Voilà, bon, c'est tout. Mais voilà. Est-ce que la vie, c'est pas justement... Si c'est ça l'hubris, je suis pour l'hubris. Voilà, vous anticipez ma question. Mais la vie, est-ce que c'est pas une forme d'intensité justement, et peut-être de ralentissement? La vieillesse avec ses mots, ça permet de ralentir, et c'est ça qui permet aussi d'acquérir une certaine sagesse. C'est ce que dit Cicéron. C'est dit, voilà, comme quand on est vieux, on cherche les mots, ça permet de réfléchir avant de parler. Oui. Et puis ça nous supprime la sexualité. Ça, c'est vachement bien, parce que la sexualité, explique Cicéron, il n'y a pas de crime qui n'ait été commis au nom de l'amour et du sexe. Alors évidemment, si on se débarrasse de la sexualité, puis qu'on devient gâteux, qu'on cherche ses mots et qu'on réfléchit avant de parler, c'est formidable. Non, arrêtons. C'est pas... Qu'est-ce que vous appelez l'hubris? L'hubris, pour les Grecs, c'est le fait que c'est Prométhée. C'est celui qui s'évade du diktat de la nature. Est-ce que c'est pas se prendre pour Dieu, pour le dire autrement, ou pour le docteur Frankenstein? J'ai écrit un livre qui s'appelle L'Homme-Dieu. Voilà, et donc vous mettez le doigt dessus. Voilà. Et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, alors évidemment que c'est un vrai débat à avoir avec les chrétiens. Moi, j'aime beaucoup ce débat. Je pense que ce que nous vivons, c'est la sacralisation de l'humain. Évidemment, bien sûr, que ce qui est sacré au sens du sacrilège et du sacrifice, les seuls êtres pour lesquels, dans la vieille Europe, nous serions prêts à prendre les armes, ce sont des êtres humains. C'est plus la nation, c'est plus Dieu, c'est plus la révolution. Mais c'est une bonne nouvelle, hein. Oui, ou est-ce que ça va pas nous conduire à une société hyper individualiste aussi? Mais vive l'individualisme. L'individualisme, c'est l'émancipation de l'individu par rapport au carcan des sociétés traditionnelles. Oui, mais alors, on le voit, c'est très juste. C'est pas l'égoïsme, il y a deux individualismes. Il y a le narcissique et il y a l'autre. Oui, mais on voit aujourd'hui, vous parliez de l'humain, justement. Non, mais vous parliez de l'humain, justement. Est-ce qu'on va pas basculer dans le post-humain? On est quand même dans une période où on a l'impression que tous les âges de la vie, en quelque sorte, la naissance aujourd'hui, on nous parle de PMA, de GPA, peut-être de l'homme augmenté durant notre vie, et ensuite de vivre jusqu'à 150 ans, peut-être éternellement. Oui. Donc est-ce que c'est pas tout simplement une redéfinition anthropologique majeure, non pas un grand remplacement, comme dirait l'autre, mais un grand basculement? Si, mais c'est une bonne nouvelle. C'est pas parce que c'est un grand basculement que ce serait une mauvaise nouvelle. Et donc, il s'agit pas d'immortalité. Tant qu'on est dans un corps humain, le post-humanisme est une mauvaise plaisanterie. Tant qu'on est dans un corps humain, on est mortel. Là, il s'agit d'avoir 20 ou 30 ans de jeunesse en plus. Il s'agit pas d'être immortel. Maintenant, il y a le vrai danger aujourd'hui. C'est certainement pas l'allongement de la longévité humaine en bonne santé. Le vrai danger aujourd'hui, c'est l'effondrement de l'Occident dans la psychologie positive et les théories du bonheur, du développement personnel. C'est ça le vrai danger. Ça, c'est l'individualisme narcissique. C'est pas le bon individualisme. Le bon individualisme, c'est au fond la révolte de l'individu contre l'hétéronomie, contre le diktat des sociétés traditionnelles. Ça, c'est une très bonne nouvelle à mes yeux. Il y a deux individualismes. Il y a l'individualisme émancipatoire, si je puis dire, et puis il y a l'individualisme narcissique, la bonheurisation du monde. Mais justement, on n'est pas en train de basculer. Moi, je vous rejoins, contrairement à ce que vous
vous pouvez peut-être penser, je suis tout à fait pour l'individualisme traditionnel, mais j'ai l'impression qu'on est en train de basculer dans quelque chose qui est l'hyper-narcissisme, le culte du moi. On le voit tous les jours où les gens veulent être traités par rapport à leur identité, leur sexualité, à un statut particulier. Et donc, est-ce que cette révolution transhumaniste ne s'inscrit pas dans cette dérive ? Non, pas du tout. Au contraire, elle s'inscrit dans la logique comme le voyait déjà Condorcet, parce que Condorcet avait déjà anticipé cette idée. Il disait, voilà, il faut aller plus loin, il faut aussi toucher à la nature. La nature n'est pas notre modèle. Au fond, à part les nazis, personne n'a pris dans la modernité la nature comme modèle. C'est darwinien, la nature. Je cite toujours ce proverbe africain qui dit, quand tu es poursuivi par le lion, il est inutile de courir plus vite que ton voisin, que le lion, il suffit de courir plus vite que ton voisin. Pardon pour le lapsus qui gâche la plaisanterie. Mais la nature, c'est ça, c'est la sélection darwinienne, c'est une horreur, c'est pas un modèle moral. Donc l'émancipation de l'individu par rapport à toutes les formes d'hétéronomie me paraît tout à fait positive. En revanche, là où je vous rejoins, là-dessus on est plus que d'accord, on est 100% d'accord. C'est l'effondrement de l'humanité dans la quête du bonheur ici et maintenant. C'est une catastrophe à mes yeux. Je vous dis pourquoi en 2 mots. Pendant des millénaires probablement, les humains ont vécu sur des idéologies, des religions, des philosophies du bonheur différé. C'était après. Pour les enfants, c'était après la classe. Pour les communistes, c'était après la Révolution. Pour les catholiques, c'était après la mort. Pour les salariés, c'était après la retraite. Mais s'il fallait d'abord travailler. On était comme le 3e petit cochon. Voilà, d'abord on fait en dur et ensuite on s'abuse. C'est la victoire du premier petit cochon sur le 3e que nous vivons aujourd'hui. Et pourquoi ? Je vous explique pourquoi en 2 mots. Les 2 grandes religions en Europe se sont effondrées. Le communisme passe de 30% de l'électorat à 3%. En 50 ans, et le christianisme, c'est à peu près pareil. Il y a 95% des Français sont baptisés en 1950, ils sont 30% aujourd'hui, et on a 45 000 prêtres en France en 1950, ils sont 5 000 aujourd'hui. Donc les 2 grandes religions, salut terrestre et salut céleste, s'effondrent. Et donc si je n'ai plus qu'une seule vie, réfléchissez à ça, s'il n'y a pas d'après, à Saint-Germain-des-Prés, comme dit la chanson, si je n'ai qu'une seule vie, c'est ici et maintenant que je dois être heureux. D'où le big quit, le quiet quit, la grande démission de son travail, parce que je ne vais pas perdre ma vie pour la gagner. Et donc ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la victoire de la bonheurisation du monde, ici et maintenant, psychologie positive, théorie du développement personnel, narcissisme, le livre de Fabrice Midal, devenez narcissique et sauvez votre peau, c'est une horreur. Voilà. Pour moi, c'est une abomination de la désolation. Et donc, on balance l'esprit de sacrifice. Et quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, et que le monde va se recomposer autour de la Chine, de l'Inde, de l'Ukraine, de la Russie, pardon, et de la Corée du Nord et de l'Iran, nous, on s'effondre dans la bonheurisation du monde et dans le narcissisme. Mais on est malade. On va s'effondrer face à un monde illibéral, dur, voire totalitaire, qui nous déteste et qui va nous bouffer. Eh bien, vous avez un peu anticipé une partie des sujets, mais on continue à en parler. Effectivement, et ça ne m'empêche pas de vouloir vivre plus longtemps. De ce vide spirituel, peut-être moral, de politique de l'Occident et idéologique. On en parle après la pause avec vous, Luc Ferrouille. En toute vérité, à tout de suite sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec le philosophe Luc Ferry qui vient nous parler de son dernier livre, La vie heureuse, spiritualité laïque et sagesse ancienne, livre qui paraît ces derniers jours aux éditions de l'Observatoire, livre qui traite notamment du transhumanisme, de la possibilité de vivre jusqu'à 150 ans. On peut se demander quel genre de société ça créerait dans un monde où les ressources semblent de plus en plus limitées. Comment est-ce que ça peut s'organiser concrètement ? Et tout à l'heure, on parlait notamment de la nature. Vous nous expliquiez que fallait surtout pas prendre modèle sur la nature. C'était finalement les régimes totalitaires qui l'avaient fait. Mais tout de même, est-ce que vous risquez pas de vous mettre à dos les écolos, et peut-être pour des bonnes raisons? Est-ce que l'homme a les moyens en ce moment de perdurer sur Terre jusqu'à 150 ans dans un contexte de surpopulation, de ressources qui sont moins importantes que par le passé? Ils pourront toujours se faire harakiri s'ils veulent. Il y en a qui le font déjà, et ça me gêne moyennement. Mais plaisanterie mise à
part, non, tout ça fait débat, tous ces débats-là sont au cœur de mon livre. C'est-à-dire, je ne zappe aucune des questions. Bien sûr, c'est pour ça que je vous pose la question. Ni celle des retraites, ni celle de la surpopulation, etc. Et donc, ce qui est passionnant, c'est ce débat ouvert par la possibilité d'une vie plus jeune, en bonne santé plus longtemps. C'est un vrai débat, encore une fois, aussi bien scientifique que philosophique. Et mon livre est complètement argumentatif. À chaque fois, je cite les opposants. Voilà. Et ce qui m'amuse, c'est de faire le point sur ce débat. Maintenant, sur la surpopulation, j'avais fait une chronique dans un journal que vous connaissez bien, Le Figaro, sur le livre de deux chercheurs canadiens qui s'appellent Ibbitson et Bricker et qui s'appelle Planète vide. Et maintenant, tout le monde est d'accord avec eux. Vous avez des articles maintenant qui sont parus dans les Échos, dans l'Express, mais pratiquement tous les instituts démographiques, l'ONU elle-même est en train de revoir les chiffres à la baisse. Pour 3 raisons, on va vers la dépopulation. Et donc là, peut-être ça rejoindrait une de vos inquiétudes de tout à l'heure, non pas la surpopulation, mais sur le vieillissement de la planète. On va vers la dépopulation, c'est-à-dire qu'on est 8 milliards d'individus aujourd'hui, et selon ces deux chercheurs, mais ils argumentent très, très bien, on va très rapidement vers 5-6 milliards d'individus, et une planète vieille et peu peuplée. Pourquoi ? Parce que l'urbanisation, parce que la féminisation, parce que le retrait des religions. Et donc, moi qui ai vécu 25 ans de ma vie dans la vraie campagne, à 7 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans en tout cas, les gamins aidaient les parents, les paysans. Je suis très vieux, mais pas si vieux que ça quand même. Donc c'est dans mon enfance, c'était comme ça. D'ailleurs, au moment des foins, par exemple, la classe se vidait à l'école. Et donc, en revanche, à la ville, urbanisation, l'enfant est un boulet sur le plan financier. Il faut une chambre de plus, il faut une bagnole plus grande, il va rester à la maison jusqu'à 25 ans, il va faire des études qui coûtent cher, etc. Donc l'urbanisation, le cas de l'Allemagne est très frappant, 1,2 enfants par femme, par couple. Eh bien, plus un pays est dense, plus il est riche, moins il y a d'enfants. Mais ça vaut... Et puis la deuxième raison, c'est la féminisation du monde. Quand les femmes ont accès à la contraception, elles veulent pas 8 enfants, ni 6, ni 5, ni 4, elles en veulent 3 maximum. Et puis il y a le retrait des religions. Et donc, ce qui est intéressant dans le livre de Ibbitson et Bricker, le Planète vide, c'est qu'il montre que c'est pas simplement la vieille Europe ou l'Occident qui va vers la dépopulation, mais c'est aussi beaucoup de pays qu'on appelait du tiers-monde, par exemple le Mexique, par exemple les pays du Sud-Est asiatique, la Chine. Et donc, on a longtemps, moi aussi, le premier, j'ai répété comme tout le monde qu'on allait vers la surpopulation. J'y ai cru parce que c'est ce que tout le monde disait, et puis que j'avais pas de raison de contredire les démographes. Mais maintenant, on est en train de revoir cette démographie à la baisse. C'est juste, sauf que c'est pas vrai pour le monde entier. Pour ce qui est de l'Afrique, par exemple, les choses sont différentes. Et le monde arabe, partout. L'Afrique et le monde arabe, dans un contexte malgré tout de, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais de tension de civilisation, de conflit de civilisation, de migration de masse. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Et là, d'ajouter justement la possibilité pour certains de vivre jusqu'à 150 ans et pas pour d'autres. Mais pourquoi pas pour d'autres? C'est pour tout le monde. Alors, oui, il y a des pays où l'espérance de vie est beaucoup moins grande que chez nous. Comment vous allez... On va pas s'en réjouir. Là, il faut quand même être un peu humaniste. Bon. Non, on va pas s'en réjouir, mais l'évolution, je suppose, transhumaniste, va pas aller au même rythme partout dans le monde, si? Non, mais en admettant même que vous soyez occidentaliste et que vous pensiez que l'Occident doit se défendre contre l'agression, l'immigration du tiers-monde. Dans ce cas-là, on a intérêt à vivre plus vieux. Je veux dire, c'est pas dans ce cas, ça rééquilibre plus les choses que le contraire. Mais c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est que on va vers planète vide. Faut peut-être pas exagérer, mais on va vers la dépopulation et ça va gagner en vérité tous les secteurs de la planète en même temps que la démocratie gagne du terrain. Ce qui m'empêche d'être déclinologue comme d'autres amis, Michel Onfray ou comme Alain Finkielkraut par exemple. Je prends deux personnes intelligentes qui sont très clairement plus pessimistes que vous. C'est pas une question de pessimisme, plus tragique. Non, tragique. Non, alors le tragique. Moi, j'ai passé ma vie à écrire sur le tragique. Je suis dans le tragique. Le tragique, c'est pas le pessimisme, c'est l'idée que le monde est déchiré. Et c'est ce que Max Weber appelait les antinomies de l'action historique. C'est-à-dire, le monde est tragique quand on a le choix qu'entre des mauvaises solutions. C'est ça le tragique. C'est un monde déchiré sans solution idéale. Donc, mais eux ils sont pas pessimistes, ils sont déclinologues. C'est autre chose. Ils pensent qu'on est en décadence. C'est le thème du livre de Michel Onfray. Ils ont le droit, c'est pas ça.
ils pensent au fond la même chose que Poutine. C'est pas pour dire qu'ils sont poutiniens, mais Poutine vient de faire un discours, évidemment. voilà, où il dit voilà, l'Occident s'effondre, il a plus de valeur, il croit plus à rien, et il veut imposer son modèle déliquescent au reste du monde, en continuant à coloniser. Il a fait un discours en un sens tout à fait remarquable, si on pense. Enfin, très démagogique, mais remarquablement intelligent en direction du tiers-monde. Oui, puisqu'on oublie souvent que les autres ne pensent pas nécessairement comme nous. Les gens qui n'ont pas voté contre lui à l'ONU représentent 50% du PIB mondial. Oui, exactement. Voilà. Et plusieurs milliards d'individus. D'où ma question sur les inégalités, les différences d'approche du monde. Oui, alors, voilà, je disais... Et ça va vous répondre à votre question. Je disais, qu'est-ce qui m'empêche d'être déclinologue comme Onfray ou Finkielkraut, par exemple? C'est le fait que quand je regarde, moi, j'ai 17 ans en 68, je regarde Le Monde, j'ai fait mes études en Allemagne. Attendez, mais les pays de l'Est et Berlin-Est, c'est l'abomination de la désolation. Je vais en Amérique latine, Videla, Pinochet. La Chine, on sort de la révolution culturelle chinoise, c'est 70 millions de morts. Bon. Et donc, au cœur de l'Europe, Franco est encore vivant. Mon père a fait la guerre d'Espagne aux côtés de Malraux, très très proche de Malraux. On peut pas aller en Espagne parce que Franco est encore vivant. Mon père est sur une liste noire. La révolution des œillets n'est pas faite au Portugal et la Grèce est un pays fasciste. Donc quand je regarde aujourd'hui, au fond, tous ces pays-là sont devenus des pays plus ou moins démocratiques. Pas la Chine, mais enfin quand même, c'est pas la révolution culturelle en Chine. Bon. Et donc je me dis que malgré tout, les défauts de ce monde qu'on a évoqué tout à l'heure. Le monde va quand même beaucoup mieux qu'avant. Il va quand même vers la démocratie. La démocratie va vers ce mouvement que j'évoquais tout à l'heure de dépopulation. Et en revanche, ce qui m'inquiète, c'est pas ça. Ce qui m'inquiète, c'est l'effondrement de l'Europe et de l'Occident dans la bonheurisation du monde, c'est-à-dire dans le narcissisme débile. Voilà. Oui, parce que je pense qu'ils sont déclinés pas si on réfléchit à l'échelle d'un siècle, par exemple, mais si on réfléchit à l'échelle des 40 dernières années, il peut y avoir un sentiment légitime de déclin, non? Oui, mais ça dépend sur quoi. Il y a un sentiment légitime de déclin si on pense au narcissisme, à l'individualisme narcissique, et là nous sommes tous les deux d'accord, mais il tient à cette bonheurisation du monde, à cette victoire, à cet effondrement des idéologies sacrificielles, au fond. Il y a la bonheurisation du monde, mais il y a peut-être aussi une forme de nihilisme qui est en train de s'installer. La violence systémique en France, par exemple, c'est quelque chose c'est autre chose. Je m'éloigne un peu de votre livre, mais qu'on connaissait pas il y a 40 ans. Je pense que d'ailleurs, c'est ça. Dans le sentiment de déclin de beaucoup de Français, pas seulement de Finkielkraut. Oui, mais là-dessus, je les rejoins. Je suis pas débile mental. C'est-à-dire, je vois très bien que... Non, mais par exemple, à l'école, je suis totalement d'accord avec eux. Donc à l'école, je suis clairement du côté des Républicains, de Régis Debray, de Jean-Pierre. D'ailleurs, j'ai signé une pétition avec Jean-Pierre Chevènement du temps de Najat Vallaud-Belkacem. Je suis évidemment réactionnaire, j'assume le terme, et républicain réactionnaire. Je suis pour l'école de la République et de l'excellence. Voilà. Vous lisez tous les traités, dans tous les traités de psychologie positive, il y a un chapitre contre l'excellence. Ne visez pas l'excellence. Apprenez à être imparfait, comme si si c'était le plus difficile. Bon, voilà. Et donc là-dessus, je suis entièrement d'accord. Et par ailleurs, sur la violence, il est clair que les territoires perdus de la République, c'est un scandale. Bon, et là-dessus, on est évidemment d'accord. Voilà. Donc c'est pas là-dessus qu'on s'oppose, mais c'est des sujets qui n'ont rien à voir avec la question de la longévité, et ce sont des sujets qui n'ont rien à voir avec le fait que malgré ces problèmes qui touchent la France, mais parce que la France est un pays de colonisation. C'est pour ça que ça touche la France. Et donc, et qu'on n'a pas réglé le problème de la colonisation. Et donc, ces problèmes touchent la France, mais si j'étais suédois ou finlandais, j'aurais pas les mêmes soucis. Oui, mais on voit qu'ils se répandent quand même beaucoup en Europe, et puis on le voit dans un contexte, effectivement, vous l'avez dit, on va en reparler, de choc des civilisations, avec l'islamisme notamment, voire avec l'islam, on peut le dire, mais aussi avec la Russie, vous l'avez dit, et là on peut se dire, est-ce que nous sommes suffisamment forts? C'est ce que je vous dis, on est d'accord. On est d'accord. On est entièrement d'accord. On n'est pas obligé d'être en désaccord. Mais je pense encore une fois, vous puissiez dérouler pour ceux qui nous écoutent, vraiment, c'est très très important de bien distinguer l'individualisme au sens de l'émancipation des individus. Par exemple, la Déclaration des droits de l'homme, elle est individualiste. Ça veut dire qu'un être humain a le droit et même mérite d'être protégé
indépendamment des communautarismes. C'est ça la déclaration de 89. Donc là, c'est individualisme. C'est ce que Claude Lefort, quand même un très grand philosophe, on l'a oublié aujourd'hui, mais c'est un très grand bonhomme, appelait l'humanisme abstrait. C'est au fond, un individu mérite d'être respecté, abstraction faite de ses enracinements communautaires. On peut pas être en désaccord avec ça. Non, on est parfaitement d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec le narcissisme de la psychologie positive. Quand Christophe André, dans un livre, dit l'idéal serait de parvenir à s'aimer comme un père de famille aime ses enfants, je pense qu'on nage en plein délire et que c'est une définition de la folie, c'est pas une définition de la sagesse. Le transhumanisme va-t-il s'engouffrer dans ce grand vide laissé par l'effacement peut-être de la civilisation judéo-chrétienne? C'est l'une des questions qu'on abordera dans la dernière partie de l'émission. Il retire en arrière. Avec Luc Ferry, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Luc Ferry. La conversation, pour rien ne vous cacher, continuait pendant la pause. Nous parlons de son dernier livre, La vie heureuse, spiritualité laïque et sagesse ancienne, aux éditions de l'Observatoire. Un livre sur la question du transhumanisme notamment, et le sous-titre Spiritualité laïque et sagesse ancienne est très intéressant. Qu'est-ce que vous appelez la spiritualité laïque, Luc Ferry? C'est ce que j'ai appelé la révolution de l'amour. J'ai écrit un livre qui porte ce titre et en fait, ce qui m'intéresse, c'est les révolutions du sacré. Qu'est-ce que c'est que le sacré? Le sacré, c'est le lieu à la fois du sacrilège et du sacrifice possible. Autrement dit, si vous touchez à ce que je considère comme sacré, je peux prendre les armes et risquer ma vie et tuer. Le sacré, c'est l'histoire des guerres, fondamentalement. L'histoire du sacrilège et du sacrifice. S'il y a sacrilège, je peux sacrifier ma vie ou sacrifier la vie des autres ou risquer ma vie, etc. Il y a 3 grandes figures du sacré dans l'histoire qui se sont effondrées en Europe, et là, on peut se rejoindre. 3 figures sacrificielles, c'était la nation. Quand vous pensez à l'offensive Nivelle, par exemple, 1917, et regardez ça pour ceux qui nous écoutent, je vais pas le développer là, mais allez voir même sur Wikipédia, ça suffira. Le nombre de morts. Le nombre, voilà, 500 000 morts en deux mois pour rien. Ça, c'est vraiment le patriotisme sacrificiel à l'ancienne. On peut regretter que ça ait disparu ou s'en réjouir, peu importe. C'était le sujet de votre chronique dans le Figaro voilà. Cette semaine. Voilà. On est mort pour Dieu. Et nous n'avons pas grand-chose à envier dans notre histoire chrétienne à Daesh. Les guerres de religion ont été absolument atroces. Et on est mort pour la révolution. En gros, le communisme, c'est 120 millions de morts. Je prétends que dans la vieille Europe, ces 3 figures du sacrifice sont mortes. D'accord, c'est pas totalement mort, mais c'est comme une coupe de champagne qui a perdu ses bulles. Marine Le Pen n'est pas nationaliste au sens où l'était le général Nivelle, et Mélenchon va pas prendre l'Élysée par les armes. Voilà, il est pas bolchevique, c'est un social-démocrate rude, mais pas un bolchevique. Et il est pas stalinien, même s'il a des nostalgies. Si parfois il parle de soulèvement. Oui, mais bon. Mais effectivement, je vous rejoins que c'est de la rhétorique. Mais c'est de la rhétorique. Bon. Et donc ces 3 figures du sacré se sont très largement effondrées en Europe, ce qui pose un vrai problème. D'ailleurs, ce qui suscite les idéologies de la décadence, c'est de là que ça vient. Ce que je dis simplement, c'est que aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est toute l'histoire que je raconte dans ce livre de la naissance de la famille moderne et du mariage d'amour. Nous nous sommes mis à aimer, en particulier nos enfants, de telle manière que la question politique, pas simplement perso, politique nouvelle, c'est pas la question de la nation ou de la révolution, comme c'était le cas en 68, quand j'étais gamin. La droite était nationaliste et la gauche était révolutionnaire, ou se voulait révolutionnaire. C'est la question, au fond, qui interpelle les adultes, c'est quel monde, nous les adultes, nous prendrons la responsabilité de laisser à l'humanité qui vient à travers nos enfants. C'est la question de la dette sur le plan économique, c'est la question de la guerre avec l'islamisme, c'est la question de la guerre d'une manière générale, d'ailleurs on le voit en Ukraine, c'est la question de la protection sociale, c'est la question de l'école, c'est la question de la transition écologique. Est-ce qu'on va laisser un monde vivable à nos enfants? Et là, je prétends que nous sommes capables de prendre les armes pour défendre cette idée, pour défendre nos enfants. Mais c'est pas mes enfants, si c'est les vôtres aussi bien que les miens. Quand je suis ministre de l'Éducation, je fais pas une réforme pour mes 3 filles, je suis pas cinglé à ce point-là. Enfin, c'est pour autant que je puisse faire une réforme de l'éducation. Mais bon, c'est un autre sujet. On pourrait arrêter pour parler d'éducation. Et de vos souvenirs, on rappelle que vous avez été notamment ministre de l'Éducation. Ça m'est arrivé et j'avais 2 opposants majeurs qui étaient Jacques Chirac à l'Élysée et les syndicats de l'autre côté, pour dire les choses un peu brutalement, mais c'était pas faux. Voilà, moi, je vous dis très clairement les choses. Si quelqu'un touche un cheveu des gens que j'aime, et en particulier de mes filles, je suis évidemment prêt à prendre les armes.
et à risquer ma vie, peut-être même à la donner ma vie. Et donc ça veut pas dire que le sacré a disparu, ça veut dire qu'il s'est incarné dans l'humanité. Et ça pose et c'est pas simplement l'histoire de la vie privée, c'est pour ça que je dis il faut distinguer les deux formes d'individualisme, le narcissique et l'émancipateur, si je puis dire, ou émancipatoire, parce que je pense que le sacrifice, le sacré, c'est ça que j'appelle la spiritualité laïque. Le sacré existe toujours, mais il est plus où on croyait. Il est plus dans le nationalisme, il est plus dans la religion, il est plus dans la révolution. Et c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Mais en revanche, je pense que les humanistes, pour les appeler comme ça, sont prêts à prendre les armes si on attaque ceux qu'ils aiment. Moi, je vous connais depuis peu de temps, Alexandre. Je vous aime bien, mais enfin, vous n'êtes pas ma fille. Hein, bon. Mais si vous étiez attaqué dans un train ou dans un métro, je sais pas si j'aurais le courage. Après, ça dépend du nombre de couteaux qui est en face. Mais je sais que je devrais y aller. Voilà. Tandis que la révolution ou Dieu, non, je vais pas mourir pour Dieu ni pour la révolution. Vous avez raison, mais ça rejoint la question que j'allais vous poser après. Est-ce que c'est si simple que ça? Parce qu'on a eu beaucoup de cas dans le métro de jeunes femmes violées. Alors c'est peut-être la peur, vous l'avez dit, mais de gens qui n'ont absolument pas réagi. Je me souviens des attentats du 13 novembre où le slogan qui en est sorti, et vous n'aurez pas ma haine. Or, c'est bien comme ça philosophiquement, mais on pourrait se dire que c'est presque légitime de haïr ceux qui ont trucidé vos enfants, votre femme ou votre mari. Donc la spiritualité laïque, moi je vous rejoins, d'autant que je suis laïque, qui est une forme de laïcisation aussi des valeurs chrétiennes, d'amour, hein, et c'est ce que vous expliquez dans votre livre. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que l'être humain n'a pas besoin de transcendance justement d'une grande idéologie ou d'une religion? Mais la transcendance de l'autre, pour parler comme Lévinas, c'est une très très grande transcendance. Moi je pense que c'est même la plus belle et la plus forte de toutes les transcendances qui existaient. Simplement c'est une transcendance horizontale et pas verticale. C'est ça la nouveauté. Parce qu'avant, ça nous tombait dessus, que ce soit la nation, le Dieu ou la révolution, c'était des transcendances verticales. Même la nation, parce que la nation était plus que l'individu. Et donc l'exigence, au fond, on sacrifiait, jusqu'à la guerre d'Algérie, jusqu'aux accords d'Évian de 62, on a sacrifié des jeunes gens au nom de la raison d'État. Bon, c'est fini ça. Et donc, ou très, très largement fini, alors pas en Ukraine, mais dans la vieille Europe, oui. Et donc, je pense que c'est au contraire la transcendance que j'appelle horizontale, elle est extrêmement forte. Maintenant, là où vous avez raison, c'est que sous l'effet de l'écologie politique, on a vu depuis les années 70, au fond, à la naissance de l'écologie politique, une véritable prolifération des peurs et un changement du rapport. Vous avez un livre de Hans Jonas, qui est le philosophe allemand, qui est le plus important en matière de philosophie de l'écologie. Il y a un chapitre qui s'appelle « Heuristique de la peur ». Eureka, on connaît le mot, Eurisco, je découvre. L'idée, c'est que la peur va nous faire prendre conscience des menaces qui pèsent sur l'environnement et qu'on va tous devenir des écologistes grâce à la peur. Mais du coup, on a déculpabilisé la peur. Moi, quand j'étais gamin à l'école ou dans la famille, au fond, le message qu'on nous disait, c'était « un grand garçon, ça n'a pas peur ». Ayez du courage. Vous faisiez allusion à ces passifs dans le métro face à une jeune femme agressée. C'est parce que la peur est devenue une passion presque positive. On a déculpabilisé la peur. Encore une fois, dans les familles, comme à l'école, on nous disait il faut devenir une grande personne, pour parler comme Saint-Exupéry, comme le Petit Prince, et devenir une grande personne, c'est être capable de vaincre les peurs. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Vaincre les peurs. Et donc, je pense qu'on est passé de l'autre côté du cheval. C'est-à-dire que sous l'effet de cette écologie politique, on a déculpabilisé la peur. On a peur de tout. On a peur de la vitesse en bagnole, du sexe, de l'alcool, du tabac, du réchauffement climatique. On est tétanisé d'angoisse. Bon. Et vous avez des gamins qui vont taguer des tableaux sublimes, le Vermeer, la jeune fille à la perle, sous prétexte qu'ils ont la trouille du réchauffement climatique. Mais enfin, on va où avec ça? Enfin, ils sont malades. Et donc, cette déculpabilisation, cette prolifération des peurs, c'est un phénomène très récent. Et donc, qui confirme ce que vous dites. Mais il n'empêche que, même si j'ai peur des couteaux comme tout le monde, je sais que pour l'être humain, pour défendre un être humain, si je suis pas un salaud, je dois avoir le courage d'y aller. C'est ça que je me dis, en tout cas. Et c'est ça que je dis à mes enfants. Dans ce contexte, effectivement, d'effacement des grandes idéologies, d'effacement des religions, peut-être pour certains, là, vous parliez de déclinologue tout à l'heure, d'effacement de notre civilisation, tout simplement. Est-ce que vous comprenez que ne serait-ce que le mot transhumanisme, parce que je sais qu'il a quelque chose d'effrayant, et on se dit on va remplacer une civilisation de la jouissance différée, ce que vous nous avez bien expliqué, par une civilisation qui pense en quelque sorte remplacer Dieu et qui n'a que pour but de vivre le plus longtemps possible, pour consommer le plus longtemps possible. Non, c'est pas pour consommer le plus longtemps
longtemps possible, c'est pour être moins bête, moins violent et aimer davantage. J'ai compris que c'était... Non, mais il y a votre vision à vous, et puis il y a ce que les technosciences vont nous vendre, parce que c'est un marché aussi. Mais évidemment, mais c'est pour ça que le monde est tragique, il est déchiré. Chaque fois qu'une idée est magnifique, son double effrayant apparaît. Et je comprends parfaitement que le mot transhumanisme fasse peur à quasiment tout le monde, notamment aux chrétiens, parce qu'on a l'impression qu'on va avoir une mutation anthropologique, qu'on va fabriquer un nouvel être humain qui sera plus un cyborg ou un surhomme qui sera moins humain. Voilà. Mais il s'agit exactement de l'inverse. Simplement, il est évident aussi qu'il y a des intérêts économiques derrière qui sont prodigieux, que c'est ça là, le tragique du monde, c'est que les idées les plus magnifiques, regardez la paix par exemple, PAIX, la paix, il y a rien de la Pax, il y a rien de plus beau, et en même temps le pacifisme est une abjection quand il tourne à ce que disaient les écologistes allemands face au SS-20, Libero Tolstoi, plutôt rouge que mort, voilà. Et donc même l'idée pacifiste, qui quand même est une très très belle idée en soi, qui peut être contre, peut devenir en 1935 face à l'invasion de la Ruhr par l'Allemagne ou des Sudètes, peut devenir une abomination. Voilà. Et donc l'idée transhumaniste peut être abjecte si on va vers le post-humanisme et si on veut fabriquer une nouvelle humanité. C'est pas du tout ça que je défends. Je défends simplement cette idée que si on avait la chance de vivre un peu plus longtemps, de mourir non pas au moment où on commençait juste à être un peu moins bête, mais de continuer à apprendre, ça permettrait de transmettre. Je rejoins les deux questions. Quel monde, nous les adultes, nous prendrons la responsabilité de transmettre à ceux qui viennent. Moi, je suis avant tout un professeur, voilà. Et je prétends que je suis 1000 fois meilleur professeur aujourd'hui que je ne l'étais à 25 ans. Dernière question, Luc Ferry. Je vous ai fait débattre avec Michel Onfray. C'est pour ça que vous disiez que vous aviez des visions différentes. Il a eu un argument assez fort en disant, oui, mais finalement... Vous me disiez le contraire tout à l'heure. Non. Sur certaines questions, il a eu... non, mais parfois, Alexandre, je rigole. Je conseille à tout le monde de le lire, parce qu'il y avait des points forts pour Luc Ferry et des points forts pour Michel Onfray. Et un des points forts de Michel Onfray, c'est de sa crainte, c'est que le transhumanisme soit un cheval de Troie pour le post-humanisme. Non, pas du tout. Vous avez 30 secondes. C'est exactement le contraire. Non, je dirais, non, c'est exactement le contraire. C'est au contraire une très grande résistance à ce qu'on peut appeler le transhumanisme, qui est le fantasme de fabriquer une nouvelle humanité, une post-humanité. Fantasme que je déteste. Là-dessus, nous sommes d'accord avec Michel. Mais Michel Onfray, ce que j'aime bien avec lui, je crois qu'il en est d'accord, il l'avait dit d'ailleurs publiquement, c'est que quand nous sommes en désaccord entre nous, Michel et moi, nous argumentons, nous nous respectons. Et ça, je trouve que c'est quand même dans le débat intellectuel quelque chose qui est devenu très rare et qui est, pour moi, éminemment sympathique. C'est pour ça que même quand nous sommes très en désaccord, j'ai toujours plaisir à débattre avec lui. Et ben voilà. Et ben merci Luc Ferry. J'ai eu aussi Alexandre. Plaisir à vous recevoir et à discuter avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'En toute vérité, et je vous laisse avec les informations. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.